Bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce live du SNEP FSU sur les écoles vitaminées à l'EPS. Au passage, des vitamines, à la sortie de l'hiver, on en a besoin et peut-être que bientôt, très bientôt, après le premier tour, on en aura encore plus besoin. Enfin bref, ce live donc va vous présenter les résultats d'une enquête qui a été faite par le SNEP et le SNUIPP sur les écoles qui réussissent à assurer l'horaire d'EPS, c'est-à-dire 3 heures par semaine, alors que la moyenne est évaluée dans les différents rapports à un peu moins de 2 heures. Comment ces écoles se débrouillent-elles pour assurer l'EPS? Quelles sont les conditions à réunir pour que toutes ces écoles et que toutes les autres soient vitaminées? C'est de cela dont nous allons parler ce soir avec plusieurs personnes que nous avons invitées. En premier lieu, Blandine Turki, qui est secrétaire nationale du SNUIPP, donc qui est notre partenaire dans cette démarche. Claire Ponté, bien sûr, que tout le monde connaît et qui a piloté l'enquête, mais également Ingrid Verscher et Antoine Thépeau, qui sont maîtresses et maîtres de conférences et qui ont participé à ce travail. Audrey Moulin, Isabelle Jourjon, professeurs des écoles qui ont participé également à l'enquête, mais nous accueillerons aussi l'UCEP et ainsi que d'autres personnes, Caroline Robin, voilà, qui auront sans doute leur mot à dire et qui participeront à cet échange. Je précise aussi pour ceux qui sont donc spectateurs de ce webinaire qu'ils ont la possibilité d'écrire leurs remarques, voire leurs questions dans le chat, dans la discussion. On relèvera régulièrement ces questions-là et on les regroupera pour les reposer à nos différents intervenantes et intervenants. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre point de vue sur ce qui est en train de se dire, notamment l'enquête, et puis ensuite toutes les répercussions que ça peut avoir au niveau de la réflexion sur l'EPS à l'école primaire. Voilà. Donc je vais tout de suite donner la parole à Blandine qui va essayer de nous dire rapidement dans le contexte dans lequel s'est fait cette enquête, quels ont été éventuellement les centres d'intérêt et les problèmes. Et ensuite, je donnerai la parole à Claire Ponté qui précisera un peu le cadre méthodologique et puis certains critères de cette enquête avant de donner la parole ensuite à ceux et celles qui ont participé. Et Claire donnera les détails ensuite de l'ensemble des résultats pour que tout le monde y ait accès facilement. Donc, je donne tout de suite la parole à Blandine. Merci Blandine d'être ici et à toi la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Dans quel contexte a débuté cette enquête? En fait, le SNEP et le SNUIPP-FSU travaillaient déjà ensemble sur la question de l'EPS à l'école, quand le ministère a commencé à proposer une myriade de dispositifs, en commençant par les 2 S2C à la sortie du confinement. L'EPS s'est trouvé aux prises avec les mécanismes de l'externalisation, et l'externalisation transforme de fait les objectifs de l'EPS. Ce phénomène d'externalisation n'est pas nouveau. Dès les années 80, le recours au local s'est imposé comme une nouvelle donne dans le domaine éducatif. Cette territorialisation, externalisation, étend et complexifie les domaines de responsabilité, sans pour autant fournir des réponses, des repères légitimes. Mais depuis la fusion des ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, la digue a été ouverte. Un développement anarchique et sans coordination de différents dispositifs ne laisse pas entrevoir pour les enseignantes le sens et les finalités visées, sauf peut-être celle de retirer certains enseignements des programmes. Et quand je parle de développement anarchique, en fait, je fais référence donc aux 2 S2C, mais aussi à Génération 2024, au bouger 30 minutes par jour, à l'aisance aquatique, au savoir nager en sécurité, à une école, un club, au savoir rouler à vélo. Et la plupart de ces dispositifs
sont basées sur le volontariat des écoles. Mais une chose inhabituelle est apparue, ce sont des nombres cibles qui ont été établis comme devant être atteints en termes d'adhésion. Exemple, pour les 30 minutes, ce sont 50% des écoles qui doivent y être inscrites en 2022, alors qu'en réalité, nous en sommes à 15,9%. Pour les enseignes aquatiques, le nombre d'attestations doit passer de 37 800 en 2021 à 90 000 en 2022. 200 000 attestations étaient prévues pour le savoir rouler à vélo en 2022. Les nombres cibles à atteindre introduisent une rupture avec le fonctionnement du service public d'éducation nationale, qui, jusqu'à ce jour, fixait un cadre qui devait s'appliquer à toutes les écoles et donc à tous les élèves. Et par ailleurs, aucun moyen supplémentaire n'est attribué et la cohérence avec les programmes nationaux ou avec les textes existants n'est pas recherchée. L'ouverture aux collectivités territoriales et aux clubs sportifs locaux pose la question de l'équité et de l'inégalité, car l'offre est très variable d'une commune à une autre et engendre de fait des inégalités territoriales. Alors, par exemple, les 30 minutes de bouger vont être généralisées à la rentrée prochaine. Donc, de fait, imposées alors qu'aucun temps n'est prévu durant le temps de classe. Sur le temps de classe, il est proposé dans ce dispositif des pauses actives. Mais d'où vient ce terme nouveau qui ne correspond à rien? Ou alors, on nous propose aussi d'utiliser le temps de récréation, alors que nous, il nous semble important de laisser du vrai temps libre aux élèves. L'autre possibilité est de faire ces 30 minutes sur le temps périscolaire. Mais tous les élèves ne vont pas au périscolaire. Et élément important, pour les 30 minutes, les enseignants sont responsables de l'activité et doivent être présents. Donc présents sur le temps périscolaire, alors que le cadre de nos obligations réglementaires de service ne nous le permettent pas. Donc nous avons bien du mal à nous y retrouver dans tout ça. Et à savoir que le candidat Emmanuel Macron, lors de sa campagne, s'est emparé de la question des 30 minutes en déclarant, et là je le cite, « Je veux généraliser cette mesure à l'école primaire ». Et ce qui est intéressant, c'est la raison qu'il a donnée pour ces 30 minutes de sport. Il dit « Les enfants agités, turbulents, ils font 30 minutes de sport, ça va mieux. Avec le sport, on apprend la discipline, on apprend les fondamentaux. » Et là, on voit bien que nous sommes bien loin de notre conception de l'EPS. Et pour le SNUIPP comme pour le SNEP, c'est bien l'EPS qui est fondamental. Essayer d'amener les enfants à se dépenser davantage n'est pas une compétence attendue de l'école. Alors, en premier lieu, il faut arrêter d'entretenir la confusion entre EPS et sport. Puis, au lieu de chercher d'autres alternatives, pourquoi ne pas rendre l'existant possible? L'EPS, c'est fondamental, et lorsque certaines conditions sont réunies, il est tout à fait possible d'enseigner les pratiques sportives à l'école pour toutes et tous. Et c'est ce que nous avons voulu prouver en partant à la recherche des écoles vitaminées. Voilà, merci. Merci. Je vais donc donner tout de suite la parole à Claire pour un petit point sur le contexte de cette… Oui, Blandine vient de le dire, nous sommes allés à la recherche d'écoles vitaminées et en fait, il y a au moins deux raisons. Il y a l'idée qu'on manque de données fiables parce que les enquêtes classiques ne sont que des enquêtes comptables et qui en plus fluctuent au gré des communications. Ce n'est vraiment pas évident de savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et puis, la situation n'est pas uniforme. On sait, nous, depuis longtemps qu'il y a des écoles où il y a de la bonne EPS et des écoles où il y a beaucoup moins d'EPS. Et on a fait un choix. C'est un choix qu'on assume, hein. Bien sûr, c'est aussi pour sortir de la grisaille. On a fait le choix d'aller voir ce qui est positif et de partir de ce qui existe pour pouvoir dire, ben voilà, s'il y a des écoles qui réussissent à faire l'EPS à la hauteur des programmes, pourquoi pas partout? Et on les a labellisées écoles vitaminées parce que ce terme-là nous a plu et nous a requinqué un peu dans cette ambiance morose. Je dois d'abord remercier tous les gens qui ont participé à cette enquête, parce que si je prends plus la parole que d'autres ce soir, et que j'ai coordonné cette enquête, elle n'aurait jamais eu lieu si j'avais été toute seule. Il y a des profs d'école qui ont été impliqués, des conseillers pédagogiques départementaux, des maîtres de conférences.
des profs de STAPS, évidemment tous les collègues qu'on est allés voir pour les interroger. Et dans tout ce collectif, qui est un réseau militant, on ne peut que remercier les gens d'avoir donné du temps pour faire ça. Dans ce processus, ce qui nous intéressait, c'est évidemment les résultats, mais aussi le produit. C'est pour ça, le processus et les résultats. Et ce processus qui nous a beaucoup plu, c'est d'aller faire des entretiens avec les collègues et pas se contenter d'une petite enquête où on cocherait des cases sur Internet. Donc, toute l'enquête a été faite à base d'entretiens. La première chose que nous avons faite, c'est de déterminer les critères d'une école vitaminée. Et alors, il y en a trois. Je vous les cite et puis ensuite je vous dirai pourquoi. Le premier critère, c'est l'école tend à s'approcher le plus possible des 3 heures de PS. Et comme on savait d'avance qu'il y aurait des problèmes de calcul, on a dit une école élémentaire qui fait au moins 2 séances par semaine et une école maternelle qui fait 1 séance par jour. Mais ça suffisait pas, les horaires. On a mis le critère, il fallait que l'éducation physique soit enseignée par les enseignants eux-mêmes ou elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'intervenants extérieurs possibles, mais les intervenants extérieurs, quand il y en a, doivent être vraiment en collaboration avec les enseignants et pas du tout en substitution. Et le troisième critère, c'était l'existence d'une programmation des activités physiques dans l'école qui témoignent d'un travail en équipe. Alors, ces différents critères, je justifie très rapidement, mais vous vous en doutez bien, les horaires, ils sont liés aux enjeux de société autour de l'éducation physique. On ne peut pas se contenter, effectivement, d'avoir seulement 1 séance de PS par semaine ou très peu d'heures de PS par semaine. Et il faut développer l'éducation physique et à minima assurer les 3 heures des programmes pour la santé des enfants, pour leur développement. Je ne vous rappelle pas toutes les recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé, mais ça rentre en compte dans notre projet, évidemment. Et puis aussi, l'idée que l'éducation physique, si il n'y a pas d'éducation physique à l'école, il y a tout un tas d'enfants qui n'ont pas accès au sport parce qu'on sait qu'il y a 25% des enfants qui ne font de l'éducation physique qu'à l'école. Et ce droit au sport qui est inscrit dans la charte de l'UNESCO, eh bien, on sait que il n'est pas réel. Il y a des inégalités sociales. On fait plus de sport dans les familles favorisées que dans les familles défavorisées, des inégalités entre garçons et filles qui ne pratiquent pas encore à la même hauteur et pas les mêmes activités, et des inégalités territoriales. Et donc, derrière cette idée de faire son horaire d'éducation physique, il y avait cette idée de réduction des inégalités, d'accès à la culture et de santé pour tous les enfants. Avec ce qu'a dit Blandine, l'idée de l'éducation physique, discipline aussi fondamentale que les autres. Derrière l'idée de programmation, il y a l'idée de cycle long, c'est-à-dire que l'éducation physique, en aucun cas, ça peut être du bouger, parce que bouger, on sait qu'il n'y aura pas des apprentissages durables. On ne sait même pas si ce sera utile pour donner des habitudes aux enfants. Pour que les enfants prennent des habitudes, il faut qu'ils apprennent. Et l'école, c'est le lieu pour apprendre. Et pour que les enfants apprennent et stabilisent leurs apprentissages, il faut une durée assez longue. Et la programmation des activités physiques dans une école est un moyen de vérifier s'il y a bien cette durée d'apprentissage. Du côté des enseignants, on a dit qu'il fallait qu'ils enseignent eux-mêmes l'éducation physique, mais en même temps, on est bien conscient que les enseignants et les enseignantes du primaire sont polyvalents et qu'on ne peut pas leur demander des choses infaisables. Or, très souvent, on leur demande des choses infaisables. Et on a travaillé avec notamment des didacticiens, des gens, des formateurs, pour une éducation physique, disons qu'on plaide pour une éducation physique ambitieuse et réaliste, c'est-à-dire ambitieuse dans ses objectifs, mais aussi réaliste dans les conditions faisables dans une école primaire relativement banale. Voilà. Le critère que nous n'avons pas retenu, c'est celui de l'UCEP,
de la participation obligatoire à l'UCEP. On savait d'avance que l'UCEP était un critère important, mais on ne voulait pas que ce puisse être une barrière dans notre école vitaminée. On verra tout à l'heure qu'il y a effectivement des écoles avec UCEP et des écoles sans UCEP. Sur les partenariats, l'objectif, c'était aussi de voir comment les enseignants des écoles vitaminées se débrouillent avec des partenaires. Parce que ce qui est intéressant, les partenaires ne sont pas intéressants quand il y a substitution, ils sont intéressants de notre point de vue quand il y a un véritable partenariat. Alors, à partir de là, on a fait un questionnaire et puis, au bout du compte, on a 27 écoles. L'enquête, elle porte sur 27 écoles. Sur 37 ont été contactées, 27 écoles. C'est un travail assez colossal de faire des entretiens dans 27 écoles. 250 enseignants. Donc, les résultats peuvent être assez intéressants parce que on peut... Bien sûr, on ne peut pas généraliser, ça ne suffit pas pour généraliser, mais quand même, vous verrez, il y a des données intéressantes à partir de ça. Voilà, je m'arrête là. J'ai envie de donner la parole d'abord à Audrey Moulin, qui est une des enseignantes qui a été interrogée pour cette enquête et qui va vous dire en quelques minutes le contexte de son école et nous dire de quelle manière elle est vitaminée. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Alors, je suis enseignante dans une école 12 classes, du CP au CM2, 290 élèves, avec une mixité sociale. Elle est située dans une commune de 5600 habitants, 100 collèges, près de Caen, 15 km. Et la commune fait partie d'une intercom. L'équipe pédagogique se compose de 13 collègues, 9 femmes et 4 hommes. 2 collègues, un homme, une femme, ont fait un cursus STAPS. Un autre collègue est bien investi dans le milieu associatif sportif. L'équipe est stable et en place depuis longtemps. L'école a toujours eu une culture sportive. On participait à l'UCEP il y a 20 ans. En ce qui concerne les conditions matérielles, nous avons la chance d'être dotés sur site d'un gymnase consacré exclusivement à l'école, qui est situé à 5 minutes à pied. Et il sera doté à la rentrée d'un mur d'escalade et d'un matériel pour faire de la gymnastique. Nous avons également 4 stades de foot, juste derrière l'école, plus un city-stade et un skatepark. Une salle de spectacle qui jouxte le bâtiment scolaire, qui nous est réservé 2 après-midi par semaine, dans laquelle nous pouvons faire des activités de danse et de relaxation. Nous avons une grande cour de récréation, un chalet dans lequel nous pouvons mettre tout le matériel de PS. Et enfin, l'intercommunalité met à notre disposition gratuitement un bus qui nous conduit à la piscine, située à 15 km, et à un autre gymnase doté d'un dojo à 5 km. Toutes ces conditions matérielles nous permettent de s'engager pleinement dans presque toutes les APSA prévues par les programmes sport collectif, basket, handball, foot, jeux traditionnels, athlétisme, jeux de raquettes, hockey en salle, natation, danse, lutte, acrosport, trottinette et vélo et escalade à la rentrée. En ce qui concerne la mise en pratique, l'opportunité d'avoir 3 lieux sportifs couverts nous permet de pouvoir programmer 2 heures de PS dans notre emploi du temps. La proximité des stades et de la cour nous donne la possibilité de faire des séances plus courtes, en plus lorsqu'il nous reste du temps dans la journée, fin de matinée par exemple, ou fin de journée. Séances de saut de haie, jeux traditionnels ou endurance. Au beau jour, septembre, mai et juin, nous faisons quasiment EPS tous les jours. Une enveloppe de 1 000 € par classe nous permet également de se lancer dans des projets sportifs, comme une classe cirque que nous faisons tous les 5 ans, ou encore équitation ou patinoire. Ces activités nécessitent des intervenants, comme elles sont encadrées. Afin d'optimiser au maximum le temps de PS, certains collègues travaillent en binôme. Un qui s'occupe d'installer le matériel et l'autre qui s'occupe de l'échauffement. Ou alors un collègue installe le matériel et le collègue suivant désinstalle le matériel. On installe des routines afin d'optimiser le temps. Pour les collègues qui ne se sentent pas à l'aise avec la discipline, des décloisonnements ont lieu. Afin de donner de l'importance à la discipline de l'EPS, nous demandons dans la liste des fournitures scolaires une paire de tennis dédiée exclusivement au sport. Nous sollicitons également les parents lors des rencontres entre les écoles de l'intercom, rencontres athlétisme cycle 2 et cycle 3 en fin d'année,
et cross intercommunale en début d'année. Nous avons également une sortie vélo sur la voie verte organisée chaque année par le niveau CE2 et CM1. C'est un vrai succès et l'occasion de rencontrer les papas qui se proposent majoritairement à ces sorties sportives. Les parents sont donc largement sollicités et investis. Enfin, depuis cette année, nous avons organisé l'opération Téléthon sous forme de cross. Cela nous permet de mettre en avant l'importance de l'EPS pour la santé de chacun et de reverser 5 000 € au Téléthon. L'EPS n'est absolument pas une matière secondaire dans notre école, mais bien une discipline à part entière qui est source de motivation pour nos élèves et dans laquelle on prend beaucoup de plaisir. Une discipline dans laquelle on y apprend les règles du vivre ensemble, le respect, la tolérance et surtout l'effort. C'est un moment incontournable pour le bien-être et pour favoriser un bon climat scolaire. Et pour terminer, favoriser le sport pour tous, car étonnamment, tous les élèves dans notre école ne font pas de sport en dehors de l'école. Merci beaucoup. Merci Audrey. Je vais donner vous devez vous douter que faire des entretiens avec des gens comme ça, c'est plutôt enthousiasmant quand même. Hein. Je passe la parole à Isabelle Jourgeon, qui elle est en maternelle. Vous m'entendez ? Oui. Oui, ok. Bonjour à tout le monde. Donc oui, moi je suis directrice d'une école maternelle dans la Drôme, donc une petite école de 3 classes de centre-ville, donc avec une population très mixte, on va dire, et dans une équipe pédagogique où il y a chaque année 1 ou 2 personnes qui changent. Mais il y a quand même 3 personnes à la base dans l'école qui sont très EPS, on va dire. Bon, de formation, moi je suis formation STAPS, et puis mes collègues, j'ai 2 collègues qui sont toujours dans l'école et qui ont une culture d'activité physique, on va dire, qui est venue avec le temps, en fait, avec la pratique, avec ce qu'on a mis en place dans l'école, en fait. On a vraiment, nous, une volonté farouche de faire de l'EPS tous les jours. Alors, c'est vrai que la différence entre l'élémentaire et la maternelle, c'est que l'EPS, dans les programmes, il est écrit qu'en maternelle, on doit en faire tous les jours. Mais bon, c'est pas parce que c'est écrit dans les programmes que c'est fait. Et puis, il y a aussi la façon de le faire. Par exemple, nous, les choses qu'on a vraiment à cœur de mettre en avant, c'est le fait qu'on pratique de l'EPS et pas de la motricité, parce qu'il y a une vieille culture de cette motricité qui laissait à penser qu'en organisant un milieu, on pouvait faire en sorte que les élèves bougent et puis qu'ils se dépensent, comme disaient certaines personnes, et qu'on aurait donc juste à observer des améliorations dans leur pratique physique, on va dire. Donc l'EPS, pour nous, c'est vraiment en rapport avec les activités physiques de référence. C'est en lien avec une culture qui est dans la société, qui va faire du sens pour nos élèves. Et donc, on a des activités physiques qui sont différentes chaque jour. On a fait ce choix-là dans l'école et on organise ensemble, en fait, ces activités physiques dans une progressivité sur les 3 ans de maternelle. Donc, il y a une activité physique par jour. Et l'organisation se fait en amont dans les conseils de maître, dans les conseils de cycle où on parle beaucoup d'EPS, mais ça se fait aussi tous les matins, puisque l'organisation de matériel de la salle de sport, notre petite salle de sport, elle se fait pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on installe un dispositif qui est évolutif, qui peut évoluer en fonction des classes, mais qui va être utilisé par tout le monde. Donc ça nous permet aussi de gagner du temps. Et puis de parler ensemble de ce qui se passe. Et le fait d'avoir une programmation aussi comme ça sur les 3 ans, ça nous permet aussi donc de donner aux élèves des éléments d'observation, de progressivité. Ça peut leur permettre vraiment de mesurer leur progrès, de voir à quel point ils grandissent, puisque des activités qui vont être proposées sur les 3 années avec des contraintes différentes vont leur permettre vraiment d'évoluer chacun avec leurs propres compétences, mais d'évoluer et de mesurer leur progrès. Donc, pour nous, c'est très important. Donc, les activités physiques, on les discute en conseil de maître à partir des valeurs qui nous rassemblent, en fait. On a des valeurs qu'on a identifiées qui sont solidarité, coopération, justice et équité, autonomie intellectuelle, liberté, confiance. Voilà, c'est les valeurs qui président à nos choix et qu'on essaye de faire vivre dans ces activités physiques qu'on va proposer.
On programme aussi des événements sportifs qui deviennent des rituels. Par exemple, chaque année, on va proposer 3 fois dans l'année une sortie dans une salle spécialisée de gymnastique qui permet de donner du sens aux élèves, aux activités qui sont proposées tous les vendredis, par exemple, dans notre petit gymnase, dans lequel on a acheté du matériel pour les petits. Donc, avec l'argent des fêtes de l'école, par exemple, a servi à acheter ce matériel, mais c'est du matériel pour les petits. Et d'aller 3 fois dans l'année dans la salle où il y a des adultes qui s'entraînent, où il y a des sportifs, des vrais sportifs qui vont faire de la vraie gymnastique, ça donne vraiment du sens. En plus, on emmène les parents. Et les parents, ça leur permet aussi, puisqu'ils viennent sur les 3 années souvent avec nous, de voir à quel point leurs enfants sont capables de faire des choses extraordinaires. En fait, c'est un peu ça l'idée de ces sorties. On fait aussi, par exemple, chaque année, 1 ou 2 randonnées en montagne ou petite montagne, colline, parce que pour la colline, pour nos élèves, c'est une montagne. Les petites sections vont faire une petite rando de 12 km, les moyens, les grands, 14 km. C'est vrai qu'au début, les parents, quand ils arrivent, ça leur fait un petit peu peur parce qu'ils nous accompagnent et on discute avec eux et le fait que ce soit ritualisé, ça permet aux anciens parents d'en parler aux nouveaux parents, de rassurer et ça se passe toujours très bien parce que les enfants sont capables de faire des choses extraordinaires quand ils sont ensemble. Et voilà, donc ça, on a j'ai par exemple une maman une année qui a refusé que sa fille vienne pour cette sortie parce qu'elle pensait que c'était trop difficile pour elle. Et puis devant l'enjeu, et puis comme tout le monde en parlait, qu'il y a eu plein de photos que c'était important, l'année d'après, elle a ramené sa fille en disant ça y est, elle est prête, on l'a fait marcher. Et pour le petit frère qui est arrivé derrière aussi, quand elle est arrivée, elle l'a inscrit, elle m'a dit, on l'a fait marcher, donc pour la rando, il sera prêt. Et donc ça, pour nous, ça c'est des vraies victoires, quoi. Voilà. Après, dans les choses extraordinaires, entre guillemets, on va aussi organiser la liaison maternelle élémentaire avec des parcours, enfin des courses longues en fait. On fait une demi-journée sur des courses longues avec des distances qui sont différentes selon la classe des élèves, selon le niveau des élèves. Et c'est organisé par les plus grands et donc ça permet à tout le monde de travailler ensemble. Voilà, donc dans les choses qu'on peut dire, c'est que quand c'est jamais l'EPS, moi je n'ai pas souvenir d'une fois où la séance d'EPS a sauté dans notre école. C'est important parce qu'on apprend plein de choses, on apprend des choses au niveau des activités physiques, mais pas seulement, je veux dire on travaille dans l'interdisciplinarité. En maternelle, le langage oral, c'est une priorité. On a tous quelque chose à dire. En fait, les élèves ont tous quelque chose à dire sur le vécu qu'ils ont collectivement en EPS, parce que c'est lourdement chargé d'émotions, l'EPS. Et donc, on a beaucoup de travail de langage qui se fait autour de l'EPS. Pas pendant les séances d'EPS, puisque pendant ces séances, on a vraiment à cœur que ce soit le temps d'activité physique qui soit privilégié, mais avant, après, on a beaucoup de langage qui va être travaillé tout autour de ces activités qui sont proposées. Voilà, donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait effectivement envie d'en savoir plus, de voir comment ça fonctionne. Ça donne beaucoup d'images plaisantes, en tout cas pour. Alors, je vais bien sûr maintenant passer la parole à Claire. Elle explique finalement ce qu'on attend tous, d'une certaine manière aussi, les résultats finalement de cette enquête. Donc, pour un quart d'heure, présenter ça un petit peu à tout le monde à travers le diaporama et bien sûr les commentaires que tu vas nous en faire. À toi. Alors, oui, les écoles d'Audrey et d'Isabelle sont un peu caractéristiques, mais enfin sont emblématiques. Mais dans les 27 écoles, je vais assez rapidement vous dire les caractéristiques pour que vous vous disiez, mais ils ne sont pas allés chercher des écoles un peu particulières. Sans le faire exprès, l'échantillon qu'on a retenu, le panel les écoles qu'on a repérées comme vitaminées, en fait, elles correspondent aux statistiques nationales. Au niveau rural, urbain, c'est à peu près les statistiques nationales. Dans la taille des écoles, ça allait de 2 à 21 classes.
comme quoi la taille des écoles n'est pas déterminante pour la vitalité de l'EPS. Il y avait 84% de femmes, 16% d'hommes, donc là il y a peut-être un petit peu plus d'hommes, mais bon, pas loin des statistiques officielles. Et pour l'ancienneté, c'était pareil. Il y avait deux éléments intéressants, c'était le côté de la sportivité. En fait, on avait fait un peu l'hypothèse que les équipes des écoles vitaminées seraient plus sportives que les autres. Eh bien, c'est pas si flagrant. Il y a 63% des écoles où la moitié des PE sont sportifs ou sportives. Mais c'est pas, toutes les écoles ne sont pas sportives. On n'avait que 2 écoles où toute l'équipe était sportive. Donc, ce qu'on aurait pu penser, le fait rapport homme-femme, les femmes moins sportives, ça ne marche pas. Enfin, ça suffit pas à expliquer la vitalité ou pas de l'EPS. Et puis, sur les intervenants, évidemment, toutes les écoles où on est allé voir, les enseignants enseignaient eux-mêmes, puisque c'était un des critères retenus au départ. Eh bien, on a, juste pour vous dire qu'il y a 6 écoles. Sur les 6 écoles qu'on n'a pas retenues, il y en a 4 qu'on n'a pas retenues parce qu'il y avait substitution de la part des intervenants extérieurs. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas vitaminées en EPS, mais pas vitaminées avec nos critères à nous. Alors, les résultats, les principaux résultats, il y en a 4. Quelque chose autour des équipements et des horaires, quelque chose autour des enjeux de l'EPS, autour des rencontres et autour du travail en équipe. Les horaires, eh bien, c'est loin d'être évident de calculer les horaires d'EPS à l'école primaire, élémentaire. Plus facile en maternelle. Mais à l'école élémentaire, les collègues disaient « Ah oui, je fais 2 séances. Oui, mais combien de temps? Ah, combien de temps? Ah ben, 3/4 d'heure. Ah oui, mais au fait, est-ce que tu comptes les déplacements? Est-ce qu'il faut compter les consignes données en classe et les bilans que tu fais en classe ?» Donc, vous voyez, les collègues, en fait, ils font une séance d'EPS et c'est très difficile de dire l'horaire. On s'est aperçu aussi que les collègues ne se rendaient pas compte que l'horaire de 3 heures était théorique et que l'horaire réel, en fait, est de 2h15 pour l'éducation physique. Et que si on déduit les temps de récréation et les temps que les chercheurs appellent protodidactiques, c'est-à-dire tous les temps de transition, eh bien, on ne peut pas faire les 3 heures, on ne peut pas les faire les 108 heures année. Et donc, on est plutôt à 2h15 et à 78 heures ou 88 heures réelles. Ce qui fait que quand on dit aux enseignants, vous ne faites pas votre horaire, eh bien, matériellement, ils ne peuvent pas le faire. Sur Zut. Sur la pression du temps. Alors, sur la pression du temps, j'ai prévu de vous donner une petite, vous dire ce que les collègues disent. La pression est énorme sur les enseignants en termes de temps scolaire. Zut, excusez-moi. Si je ne le trouve pas, ça va être embêtant. C'est pas grave. Les enseignants, je ne le trouve pas, les enseignants disent on court tout le temps. Et pour pouvoir faire l'EPS, il faut absolument avoir des équipements tout proches. Dès que les équipements sont loin, ça ne marche pas. Et la pression est permanente sur le français, sur les maths, sur toutes les disciplines. Donc, l'EPS, qui reste quand même la 3e discipline enseignée à l'école primaire en termes horaires, elle n'est pas, je dirais, presque si mal lotie par rapport à d'autres. Mais quand même, il y a une pression énorme toute la journée pour les enseignants. Et évidemment, dès qu'il y a un retard didactique, l'EPS qui prend plus de temps que le reste, parce qu'il faut sortir de la classe, il faut mettre son manteau, il faut, etc., saute plus facilement. Et on a éprouvé un grand... les collègues, quand on leur dit, mais des fois c'est normal que tu n'y arrives pas, eh bien ils étaient soulagés de savoir ça. Les équipements proches de l'école, ça, toutes nos écoles ont des équipements proches pour ne pas perdre de temps. C'est la condition pour faire 2 séances d'EPS par semaine. Si les équipements sont plus loin, les collègues perdent du temps
et ne vont pas au gymnase. On a rencontré des écoles qui avaient des gymnases plus loin, mais la collègue dit, mais non, le gymnase à 15 minutes, c'est trop loin, je ne peux pas me le permettre, il faut que je fasse une EPS frugale dans la cour. Et donc, on peut en déduire que si toutes nos écoles vitaminées ont des équipements proches, c'est une revendication prioritaire. Cependant, il y a quand même 50% des écoles qui manquaient d'espace couvert et qui perdent des séances de PS à cause de la météo. Comme l'a dit Audrey, au beau jour, on peut faire plus de PS. Alors, comment ces écoles-là atteignent l'horaire de 3 heures? Eh bien, en faisant des projets, en plus des horaires des séances de PS classiques. Des rencontres, comme on dit Audrey, ou des rencontres avec l'UCEP ou sans l'UCEP, des événements, des stages, des journées olympiques, etc. Tout ce dont on parlait Audrey et Isabelle. Aussi des projets transversaux qui vont impliquer l'EPS sur la cour de récré, l'égalité, la santé, l'école du dehors. Et c'est grâce à ces plus en éducation physique, à tout ce qui se fait en plus des séances d'EPS, qu'en fait, ces écoles-là réussissent à atteindre l'horaire officiel. Ce que l'on peut constater, c'est que dans ces écoles-là, les enfants ne savent pas moins bien lire, écrire, compter qu'ailleurs. Et que donc, on pourrait peut-être se poser la question d'augmenter l'horaire d'éducation physique partout, mais, ou en tout cas de rendre les enseignants plus sereins sur l'idée de faire plus de PS dans la semaine, sans avoir peur de faire moins de français ou de maths. Reste quand même un problème. Une école nous a dit, tu sais, on est vitaminé en EPS, mais pas sûr qu'on le soit en art, parce que la question du temps reste vraiment un problème. Hier, j'ai rencontré une école, c'était la même chose à l'envers. Il y avait une classe musique de 3 heures, elles m'ont dit, bah, écoute, il y a une classe musique, bah, il n'y a plus de temps pour l'EPS. Les enjeux de l'éducation physique. Dans ces écoles vitaminées, ce qui nous a frappé, c'est que les gens parlent tous des mêmes enjeux. Alors, il y a le besoin des élèves, le besoin de dépenses des élèves, quelque chose qui paraît trivial souvent, dont les formateurs n'osent pas parler, l'idée de se défouler, eh bien, les enseignants le ressentent vraiment bien, et il y a des enseignants qui n'hésitent pas à sortir en plus quand les enfants n'en peuvent plus dans la classe. Et puis, l'idée d'apprendre des règles et du vivre ensemble. L'idée de l'ouverture culturelle est importante, notamment dans des écoles où il y a des grandes différences au niveau social, et avec l'idée que si l'école ne fait pas d'EPS, ces enfants-là n'en feront pas en dehors de l'école. Toutes ces écoles font des cycles longs avec l'idée qu'il y ait des apprentissages en éducation physique, et pas seulement de la découverte d'activités. 9 à 14 séances en moyenne en maternelle, c'est assez énorme. 6 à 10 séances en élémentaire aussi. C'est pas dans la moyenne, ça c'est beaucoup plus que la moyenne. Enfin, de ce que j'ai vu moi en tout cas, ou de ce que les collègues qui ont participé à l'enquête ont vu. Quelque chose d'important qui est spécifique à l'école primaire, sont des collègues qui disent que l'EPS est indispensable à la vie de la classe. Et souvent ils disent qu'elle est transversale. Alors, le transversal veut dire trois choses différentes. En EPS, on apprend des règles de vie qui vont servir ailleurs qu'en éducation physique au sein de la classe. En EPS, on concrétise les savoirs des autres disciplines. Par exemple, quand on devient tout rouge quand on court, ce sera un savoir empirique pour étudier la circulation et la respiration. Les diagonales qu'on va suivre dans la cour au moment de l'échauffement, tout ça, ce sont des savoirs que les enseignants ne font pas de manière explicite obligatoirement, mais les enfants s'en imprègnent dans les leçons d'éducation physique, parce qu'à force d'entendre parler de diagonale, eh bien, ils vont évidemment savoir ce que c'est qu'une diagonale en vrai et pas seulement sur du papier en maths. L'autre idée, c'est que l'éducation physique sert aussi à rappeler que pour apprendre en éducation physique, il faut faire des efforts, il faut répéter, il faut essayer, il faut se tromper, et que, eh bien, en maths, c'est pareil. Tu te rappelles, en foot ou en jeu collectif, tu as été obligé de répéter, et bien en maths, c'est pareil. Donc, l'idée que l'éducation physique est vraiment intégrée
à l'enseignement en général, à la fois une spécificité et à la fois intégrée dans l'enseignement en général. Ça reste quand même une discipline qui demande de l'énergie physique et militante. De l'énergie physique, les collègues nous disent, même dans les écoles vitaminées, l'EPS, c'est faut sortir le matériel, aller tracer les terrains, forcer la voie, marcher d'un groupe à l'autre, ranger le matériel. Tu sais, moi j'aime l'EPS, mais parfois je me dis pourvu qu'il pleuve, parce que c'est fatigant. Les collègues disent quand même, ça s'arrange avec l'expérience. Quand j'ai débuté, aller en sport me saoulait. Oh, tu dois penser à plein de trucs, le matériel, puis tu es tout seul à mettre tout en place, tu dois surveiller. Donc, quand tu débutes, c'est pas évident. Heureusement, ça s'arrange avec l'expérience, tu acquiers des routines, tu trouves des astuces. Et puis, quelque chose qui est rassurant, une collègue qui nous dit, l'EPS, plus t'en fais, plus c'est facile parce que plus les élèves ont des routines. Donc, vous voyez, à la fois demande d'énergie et en même temps des satisfactions quand on y arrive. Les collègues quand même disent qu'ils ne sont pas toujours aidés. C'est vrai qu'on a eu 2 exemples avec Isabelle et Audrey où vraiment l'école est bien dotée et bien aidée. Ce n'est pas toujours le cas. Une collègue nous dit les écoles ne sont pas aménagées pour que ce soit confort pour nous. Si tu rajoutes à ça la peur que la classe nous échappe, la peur de faire mal, la peur d'être dehors dans la cour à la vue des autres collègues, ça fait beaucoup d'obstacles. Mais les collègues des écoles vitaminées dépassent ces obstacles-là, avec très souvent une énergie militante, avec la volonté farouche de faire l'EPS, comme nous l'a dit Isabelle, mais aussi parfois le besoin de contrecarrer ce que dit l'institution, parce que certains collègues reçoivent parfois des messages de leurs IEN comme quoi ils font trop d'éducation physique. Mais quand même, pour les enseignants des écoles vitaminées, les bénéfices de l'éducation physique sont supérieurs aux problèmes qui sont pourtant nombreux. Une donnée importante de nos écoles vitaminées, c'est le travail en équipe. Je vous ai déjà parlé des programmations avec les cycles longs, une direction d'école qui souvent soutient, mais 2 éléments importants. L'idée d'une personne ressource dans l'école, une personne qui va plus être responsable de l'éducation physique et qui va pouvoir impulser l'éducation physique. Et ça, c'est une personne plutôt sportive, parfois ex-STAPS, ou entraîneur ou entraîneuse dans un club, et qui là va impulser l'éducation physique dans l'école. Mais pas obligatoirement faire des échanges de services, parce que les enseignants des écoles vitaminées font très peu d'échanges de services parce qu'ils veulent voir leurs élèves. Une autre donnée intéressante du travail en équipe et assez surprenante pour nous, y compris pour des formateurs qui travaillent depuis longtemps dans le milieu, c'est l'idée de co-intervention. Beaucoup, dans 55% des écoles vitaminées, il y a de la co-intervention, c'est-à-dire que les enseignants partent à 2 pour faire classe, avec l'idée que c'est plus intéressant pour assurer la sécurité, pour s'entraider, pour gagner du temps. Un installe le matériel, l'autre s'occupe de l'échauffement, et faire plusieurs ateliers où chaque atelier est bien encadré. Ou alors partir avec une personne qui est plus à l'aise alors que moi je ne suis pas à l'aise. Cette co-intervention nous semble un levier important à développer pour vitaminer les écoles. Les collègues nous ont aussi dit que parfois, le travail en équipe, ça a du bon pour résister collectivement aux injonctions du ministère quand elles sont jugées incohérentes. Et il y en a beaucoup. Sur les autres enseignements qui sont moins développés dans l'enquête, et il faudrait les poursuivre il faudrait poursuivre l'enquête, sur l'UCEP. L'UCEP, 63% des écoles de notre panel sont affiliées à l'UCEP, et donc on peut dire que l'UCEP est indéniablement une vitamine pour l'éducation physique. Mais en même temps, on a rencontré beaucoup d'écoles qui demandent des moyens et des décharges et qui n'en peuvent plus d'être bénévoles. C'est-à-dire que le bénévolat de l'UCEP rend parfois l'UCEP vraiment, le développement du sport scolaire impossible. Donc, ce sont des revendications à développer avec les enseignants.
Dans les relations avec les intervenants extérieurs, dans toutes nos écoles, il y a une réelle collaboration. Mais tout le monde dit que c'est loin d'être évident, que ça nécessite beaucoup de vigilance et qu'on peut très facilement se faire déborder et laisser les rênes, je dirais, à l'intervenant ou l'intervenante parce qu'il serait plus qualifié ou il serait… Non, dans les écoles vitaminées, les enseignants essayent de garder toujours la main quand il y a des partenariats. Et ils inventent, et c'est là qu'il faudrait développer beaucoup de configurations et différentes, avec 3 classes en même temps pour faire 3 ateliers, avec une séance avec l'intervenant, une séance sans l'intervenant, enfin, tout un tas de configurations qui seraient vraiment intéressantes à développer pour que les partenariats soient vraiment fructueux et pas de la substitution. D'ailleurs, ces écoles vitaminées nous obligent un peu à nous interroger sur les politiques municipales. Parfois, des municipalités donnent des intervenants aux écoles sans grande réflexion collective. Et ça se traduit très souvent par des substitutions au lieu de se traduire par des collaborations. Un point qui fait défaut, tout le monde le dit. Bon, le faible soutien de l'institution, ça c'est pas un scoop, mais tout le monde ressent très fort la suppression des CPCEPS ou en tout cas le dévoiement de leur mission, puisqu'ils sont tous appelés à faire des maths et du français et qu'ils ne font plus d'éducation physique. C'est dramatique pour l'accompagnement au plus près du terrain. Et tout le monde regrette qu'il n'y ait pas plus de formation initiale et de formation continue, au point que les plus anciens sont très inquiets pour les plus jeunes qui arrivent très démunis dans la profession. 100% des enseignants, 100% des enquêtés demandaient plus de formation initiale et continue. Voilà, je conclus avec cette idée des écoles vitaminées, il y en a certainement plus qu'on croit. Il faut aller les regarder fonctionner. On aurait besoin d'un état des lieux national. Et évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pas partout? Et il me semble qu'on doit, enfin, dans tous les débats qu'on doit avoir avec, entre nous, enseignants, mais aussi avec les partenaires, avec les municipalités, avec les responsables du mouvement sportif, c'est quelle priorité à donner. Et les enseignants disent, les priorités, c'est des équipements proches pour tendre partout vers l'horaire possible aujourd'hui, c'est-à-dire au moins 3 séances de 45 minutes. Ça, c'est possible pour tout le monde dès aujourd'hui, mais il faudrait des équipements proches partout. Rétablir les CPCEPS parce que c'est urgent. Les collègues demandent moins des intervenants que des aides pour l'encadrement. Par exemple, comme les ASEM en maternelle qui aident à monter, démonter le matériel, eh bien, dans les écoles élémentaires, les enseignants demandent des aides de ce type-là. Et puis, évidemment, rétablir la formation. Et puis, comme l'UCEP parlera tout à l'heure, j'en parle pas tout de suite, mais évidemment, développer l'UCEP. Je vous remercie. Eh bien, merci pour cet ensemble bien complet là, des résultats de cette enquête qui est bien sûr passionnant. Et alors, je le dis pour tout le monde, vous pouvez bien sûr trouver l'enquête sur le site du SNEP. Vous la trouverez facilement et donc je vous engage à aller la lire intégralement. Eh bien, puisque tu terminais par la question de l'UCEP, je vais donner tout de suite la parole à notre collègue de l'UCEP pour une réaction à la fois à l'enquête et puis sans doute à la place de l'UCEP aujourd'hui à l'école primaire. Merci. Donc, je suis donc Geoffroy Noir, je suis conseiller pédagogique, mais c'est pas le but ce soir de parler du conseil pédagogique. Et je suis vice-président au niveau national de l'UCEP, en charge de la vie, de la formation, de la recherche. Voilà, et on a effectivement un constat partagé, on a des inquiétudes qui sont identiques et je suis heureux de voir que cette enquête nous donne le bon côté des choses en parlant même de 63% de ces écoles qui sont UCEPiennes et qui étaient dans le panel des gens interrogés.
L'UCEP, son taux de pénétration à l'heure actuelle est beaucoup moins conséquent, hein. On est plutôt proche d'une école sur 4 qui est affiliée à l'UCEP. Voilà. Et nous avons effectivement, je disais, les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes, parce que nous constatons effectivement une baisse du militantisme, tu l'as dit Claire. On s'aperçoit aussi que le rôle des CPC n'est plus celui qui était d'accompagner et d'insuffler et de s'engager auprès de l'UCEP dès lors qu'ils étaient sollicités. Ça, c'était les termes d'une convention qu'on avait avec le ministère de l'Éducation nationale. Et dans les faits, concrètement, on a une diminution de leur taux, de leur engagement aux côtés de l'UCEP parce qu'ils sont pris effectivement sur beaucoup d'autres missions et notamment pas celle du tout de EPS puisqu'ils sont de moins en moins à porter cette valence et qu'ils ont de plus en plus des rôles en mathématiques et en français sur les fondamentaux, recentrés autour des fondamentaux. Voilà, donc notre constat, il est que nous sommes aussi au niveau de l'UCEP avec des différences entre le temps scolaire où on a de plus en plus de départements et d'écoles qui fonctionnent pendant le temps scolaire au détriment de hors temps scolaire où il y a beaucoup moins d'engagement et d'investissement des collègues pour les raisons évoquées, de la non-reconnaissance, de pas d'aide du tout, un bénévolat pur et simple sur le hors temps scolaire. Alors, dans le temps scolaire, on est bien sûr en finalisation, en complémentarité, en articulation de l'EPS. On est soucieux, nous aussi, de voir tout un tas de dispositifs qui arrivent et qui sont plutôt dans le bouger que dans le pratiquer et faire pratiquer avec une éducation sportive. Donc, on n'est plus sur les mêmes ambitions du tout. Donc, je disais que nous étions en articulation. Notre objet, c'est bien la rencontre sportive associative. C'est l'engagement de notre projet actuel. Rencontre sportive associative qui commence par une association, c'est la vie et l'échelle d'une classe, d'une école, de plusieurs classes, et entre écoles ensuite pour se rencontrer. Voilà, donc on a quelques apports qui sont intéressants au niveau des enseignants qui s'engagent parce qu'effectivement, dans le temps d'EPS, nous, on va pouvoir les nourrir aussi parce que nous avons des ressources. On a des aides logistiques, des aides matérielles, donc des prêts de matériel qui peuvent se faire pour les écoles qui en auraient besoin. Dans nos apports également, on a la dimension partenariale. Bien souvent, au niveau des délégations départementales, il y a des rapprochements avec les comités départementaux et les clubs, tout au moins les comités départementaux avec lesquels nous signons des conventions partenariales et surtout, nous avons des contenus à mettre à disposition des écoles, des contenus qui donnent bien les règles et les modalités de fonctionnement avec l'intervenant qui ne se substitue pas à l'enseignant. Voilà, une ouverture aussi culturelle avec ces clubs, mais aussi une ouverture par nos rencontres. Nous avons souvent l'aspect volet culturel, l'aspect volet où on est dans la création. On est souvent dans les rencontres avec des ateliers qui tournent autour des ateliers qu'on rencontre dans le pentathlon des arts notamment. Voilà. Et puis, cette dimension aussi autour de la réflexion, on en a parlé, des parcours éducatifs de santé, de citoyenneté, avec des débats qui sont aussi propices dans les rencontres, lorsqu'on a pratiqué, à pouvoir échanger, contribuer, faire ensemble. Voilà, et puis le dernier levier au niveau de nos apports sont ceux en termes de formation. Nous sommes reconnus en tant qu'organisme de formation, mais le constat là aussi est que nous sommes très très peu souvent dans la formation académique maintenant, dans les plans de formation académique. Nous n'avons plus trop d'entrées possibles, la priorité étant donnée aux constellations maths et français. Voilà, donc dans notre activité et dans notre projet, c'est aussi se donner à l'enfant une place d'acteur, bien sûr, de pratiquant, mais aussi d'être en capacité de pouvoir faire pratiquer aux autres, donc d'être aussi organisateur et auteur de rencontres.
Et c'est aussi un levier parce que finalement, le constat des enseignants qui disent que souvent c'est lourd de mettre en place le matériel, etc., bah, bien souvent c'est une place qui est dévolue d'installation, de mise en œuvre de l'activité, de la faire vivre, de la réglementer aussi, qui peut être mise en place par des enfants, à tour de rôle, bien entendu, pour que chacun soit aussi pratiquant et puisse prendre du plaisir. Enfin, Génération 2024, je veux finir là-dessus. C'est une vitrine éducation nationale. Hein. L'enjeu, c'est bien effectivement de faire adhérer et d'être dans la fête populaire des Jeux Olympiques, d'amener les enfants à avoir cette culture et d'être des spectateurs avertis. Donc nous avons un engagement dans ce dispositif Génération 2024 qui est là aussi avec terre de jeu, des communautés, des comcom, des communautés de communes. Voilà, donc on travaille en lien et en articulation, mais là aussi, force est de constater qu'il y a des besoins de moyens spécifiques que nous n'avons pas vraiment. Il n'y a pas une grande lisibilité dans ce dispositif et nous le déplorons. Voilà, donc je vous ai pas fait un tableau forcément très positif, mais j'ai essayé de poser un petit peu là où nous étions, l'UCEP aux côtés de l'EPS. Merci de votre écoute. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces témoignages et ces réactions intéressantes là, pour l'éducation physique à l'école primaire. Je vais donner la parole maintenant à Ingrid Verscher qui a participé donc à cette enquête, qui est maîtresse de conférence et qui va nous donner un petit peu quelques éléments sur la manière dont elle a vécu cette aventure. Et puis ensuite, je redonnerai la parole à d'autres témoignages du terrain. Voilà. Enfin, du terrain de l'école primaire. À toi, Ingrid. Oui, merci. Donc oui, moi je suis donc enseignante-chercheur en sciences d'éducation à l'Université de Toulouse avec une formation STAPS. Et en fait, j'ai eu vraiment un grand intérêt à participer à cette enquête que je trouve très novatrice du point de vue de la méthodologie, en s'appuyant sur des entretiens, à partir de ce que disent et vivent les collègues au quotidien. Et puis, je trouve que vraiment, comme l'a rappelé Claire, il y a vraiment des résultats très intéressants. Donc voilà, je suis ravie d'avoir participé. Et par rapport à mon travail de chercheur, je trouve qu'il y a de nombreux points communs, en fait, finalement, entre les résultats de cette enquête et puis les résultats des recherches que je peux mener, donc je vous parlerai un petit peu plus tard. Tout d'abord, le premier point, c'est s'intéresser à ce qui marche. À mon avis, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour sortir de la morosité ambiante, mais aussi de montrer que voilà, il y a des choses qui marchent, qu'on peut parfois créer les conditions pour que ça fonctionne et que même si ça demande de l'énergie, comme l'a rappelé Claire, physique et militante, eh bien, c'est possible. Ensuite, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à pointer que l'EPS, dans le premier degré, c'est bien une discipline de cœur et pas uniquement une discipline de service. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment participer au développement de compétences motrices, la transformation des conduites motrices des élèves, avec évidemment le développement de compétences citoyennes, mais c'est important de rappeler qu'il y a des enjeux spécifiques de l'EPS à l'école primaire. Et puis, je trouve aussi qu'elle pointe la nécessité qu'il y ait une formation didactique à l'EPS pour qu'il y ait au moins une personne ressource dans les écoles qui puisse servir de point d'appui pour toutes les personnes qui seraient volontaires pour se lancer dans cette aventure. Et donc, comme l'a pointé Claire, hein, de par sa nature, cette enquête ne pouvait pas rentrer vraiment dans le détail des contenus de l'EPS, mais c'est bien sûr une des visées de l'enquête future. Et c'est peut-être là où nos travaux menés dans un cadre didactique, où on croise des données d'observation et des données d'entretien, peuvent peut-être apporter des compléments ou des prolongements. Alors, pour vous situer d'où je parle, en fait, moi, je mène une recherche collaborative depuis 2015, qui en fait s'avère être du coup une recherche collaborative longitudinale avec une école maternelle et une école élémentaire autour de l'enseignement-apprentissage de l'EPS et avec une focale autour de l'égalité filles et garçons.
Et donc, dans le cadre de cette recherche, j'ai proposé à l'équipe pédagogique du groupe scolaire de co-construire des ateliers pour essayer de participer à la conduite et l'accompagnement du changement des pratiques des enseignantes dans différentes APSA. Et donc, on a mené des recherches en danse, en cirque, en rugby, en volley et puis dernièrement en sport boule à différents niveaux de classe. Et finalement, cette école n'est pas vraiment tout à fait encore une école vitaminale en PS, mais elle s'en rapproche. Et je vais vous pointer un peu les points communs de nos résultats de recherche entre l'enquête des écoles vitaminées et ce qu'on voit depuis 2015. Donc, comme l'a rappelé Claire, les résultats en fait, des recherches confirment la nécessité d'une référence aux APSA, et ce, dès la maternelle, et l'intérêt de faire des liens entre ce qui s'apprend à l'école et les pratiques sociales de référence. Ça, c'est comme c'est pointé dans l'enquête, mais c'est aussi ce qu'on voit dans notre recherche collaborative. On voit aussi qu'il y a un intérêt d'avoir une certaine visée de l'EPS à la fois ambitieuse et réaliste, de qualité dans le premier degré, c'est-à-dire vraiment un enseignement orienté vers l'acquisition d'apprentissage fonctionnel en dehors de toute démarche techniciste. On a aussi remarqué l'intérêt de proposer des modules d'apprentissage longs, et ça, c'est un des résultats aussi de l'enquête des écoles vitaminées à l'EPS, et ce qu'on retrouve aussi dans notre recherche collaborative, avec cette idée donc de laisser le temps de la transformation et prendre le temps de la transformation, et puis faciliter évidemment par des équipements proches et puis du matériel assez adéquat. Ce qu'on essaye de faire, du coup, et ça a été pointé, hein, c'est que finalement, cette recherche collaborative, elle prend la place, on peut le dire, de la formation continue. Finalement, c'est ce que nous disent les enseignantes qui participent à ces recherches. Et ça confirme les résultats de l'enquête qui font toutes remonter, hein, toutes les écoles, tous les collègues enseignants interrogés font remonter ce manque de formation qui est pourtant absolument nécessaire pour construire des compétences professionnels pour enseigner l'EPS. Et enfin, là où se retrouve aussi, je trouve, c'est cette volonté de faire vivre des expériences scolaires ambitieuses. Comme les collègues l'ont pointé, hein, c'est bien que la classe fonctionne, mais il faut aussi et surtout que les élèves aient des choses à apprendre. Donc, comme c'est en train d'être fait par ce webinaire et puis par le rapport de l'enquête, hein, vraiment les résultats de cette enquête méritent d'être diffusés auprès des collègues PE, et puis on va aussi le diffuser dans le champ de la recherche, hein, dans un prochain colloque, afin que ça puisse être diffusé au plus grand nombre à tous les acteurs et les actrices de l'éducation et de l'EPS en particulier, pour montrer que l'enseignement de l'EPS est non seulement souhaitable et possible, mais aussi accessible, bien sûr sous réserve d'un certain nombre de conditions, puisque, comme l'a dit Claire d'emblée dans l'introduction, la preuve, c'est que dans ces écoles vitaminées à l'EPS, ça marche. Merci bien. Pour préciser un petit peu, il nous reste en gros une demi-heure là dans ce webinaire. Donc, je vais passer la parole à Caroline, Caroline Robin, qui est CPD, donc un peu au cœur du dispositif, du réacteur, on va dire. Et puis ensuite, je donnerai aussi la parole, mais un peu plus tard, à Antoine Thépeau, qui est l'autre chercheur qui a travaillé avec Claire et Ingrid là, sur ce rapport, et plutôt sur le versant formation, on va dire. Et puis ensuite, peut-être une autre réaction de Blandine et de Claire pour revenir sur tout ce qui a été un petit peu dit. Voilà. Donc, je précise aussi… Pardon ? Oui, j'allais dire, n'hésitez pas pour les gens qui nous écoutent à poser des questions ou à demander des éclaircissements si nécessaire. Donc, je donne la parole tout de suite à Caroline Robin. Bonsoir, merci pour d'abord pour votre initiative, et puis merci aussi pour le travail collectif sur cette enquête qui est vraiment extrêmement intéressante et qui va, on pourrait dire, à contre-courant de ce qui est impulsé presque par la politique du ministère, parce que on se rend compte que les éléments qui ont été constatés
nécessite donc un soutien accru en formation, nécessite de prendre en compte et d'écouter les projets des équipes, alors que, comme l'a très bien dit Blandine Turki en introduction, les propositions et l'éclatement qui est fait de nombreux dispositifs en lien avec le monde du sport ne permettent pas aux écoles de retrouver une cohérence dans un projet construit. Donc, je pense que c'est vraiment là qui est la difficulté aujourd'hui, par cet éclatement, par ces différentes entrées, avec des collaborations multiples avec le monde du sport et des collaborations qui sont de moins en moins organisées et cadrées, en s'appuyant sur une professionnalisation des éducateurs sportifs, puisque depuis la circulaire de 2017, il est proposé aux directeurs d'école eux-mêmes de rechercher un éducateur sportif dans la base de données nationale pour pouvoir faire appel à ces services. Donc, on est vraiment dans une démarche qui a été totalement modifiée par rapport à l'enseignement de l'EPS auparavant. Alors, les difficultés, elles ont déjà été citées, hein, les difficultés rencontrées au plus près des écoles. Elles sont constatées par le collègue de l'UCEP, elles sont aussi montrées par les collègues dans les écoles. Donc, des CPC qui n'ont plus la possibilité d'assumer leur mission d'accompagnement au plus près des écoles et de lien avec l'UCEP, parce qu'ils sont mobilisés sur les plans français maths. Ce manque de disponibilité a été complètement acté par le renouveau du CAFIPEMF, puisqu'il n'y a plus de spécialité directement accessible quand on candidate pour l'examen de formateur. Il faut attendre 3 ans d'exercice avant de pouvoir être spécialisé en EPS, autant dire qu'avec les charges de travail sur le terrain, ça va être de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Le manque de formation, ça c'est absolument fondamental, que ce soit formation initiale ou continue. Et donc, on s'aperçoit que plus les besoins augmentent d'accompagnement et d'enseignement, avec des enfants qui ont traversé les 2 ans de crise sanitaire, et là, on le constate, quel que soit l'âge, c'est-à-dire que ce soit la maternelle ou jusqu'aux classes les plus de CM, les enfants ont vraiment eu une rupture dans leurs apprentissages, et les collègues dans les écoles sont vraiment démunis pour faire face à ces besoins. Donc, et puis pour terminer peut-être, alors, la préoccupation vraiment du moment, c'est ces 30 minutes qui, dans les derniers textes associés à une école, un club, dont on ne sait si ça fait partie de la tâche de l'enseignant. Effectivement, Blandine aussi l'a pointé, sous la responsabilité de l'enseignant. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander à un enseignant sur son temps de travail qui ne soit pas de l'enseignement? C'est vraiment très étrange comme approche. Et le développement d'une école, un club aussi, qui va partir avec des conventionnements à l'échelle des écoles. Et là, on ne sait pas bien comment ça va pouvoir être piloté. Alors, on peut ajouter aussi une difficulté donc, dans la fusion avec le ministère des Sports, puisque les collègues des sports sont désormais identifiés comme experts. Et souvent, la hiérarchie fait appel à eux comme premiers experts sur l'EPS et le sport, comme on peut le constater dans les différents textes parus. Voilà ce que je voulais préciser, mais je trouve que vraiment l'introduction de Blandine Turki a vraiment situé les enjeux qui rendent difficile le soutien de ces écoles vitaminées aujourd'hui par les conseillers pédagogiques. Très bien, je te remercie de ce partage d'analyse là qui effectivement peut
paraître inquiétant pour certains égards. Je vais donner la parole à Antoine Thépeau, donc, qui est l'autre chercheur qui a participé, et plutôt lui poser la question des implications de cette enquête sur le versant formation dont il a été rappelé tout à l'heure qu'il était quand même aujourd'hui largement insuffisant. Donc Antoine, à toi la parole. Ok, très bien, merci beaucoup. D'abord, juste rappeler en 2 mots, comme l'a fait Ingrid, effectivement, l'intérêt de participer à ce travail. Et je rappellerai que, effectivement, nous, dans les travaux de recherche que nous avons menés, et moi, dans mon cas particulier, c'était de travailler sur le métier de professeur d'école, et donc à travers l'éducation physique et sportive, et donc du point de vue de cerner ce qu'on appelle l'enseignement ordinaire. C'est très difficile à réaliser, ça nécessite des enquêtes, comment dirais-je, très qualitatives, et donc forcément, il n'y a pas beaucoup de cas. Et ce travail-là permettait effectivement d'élargir sur un échelon un échantillon beaucoup plus large. Et je rappellerai ici juste une petite, comment dirais-je, un point d'histoire, c'est que en 2007, sur la période 2007-2012, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y avait eu une grosse discussion qui était faite sur ce qui s'enseignait à l'école primaire en ce qui concerne la lecture, écriture, compréhension. Et il y avait eu la remise en place d'un vieux débat sur la méthode globale, sur la méthode syllabique, etc., etc. Voilà. Et à partir de 2012, il est confié donc à 2 enseignants-chercheurs de mener une enquête sur ce qui s'enseigne dans les écoles, en l'occurrence Roland Guagou et Sylvie Seb. Et les auteurs ont réalisé une grosse enquête au plan national, mais parce qu'ils arrivaient à pouvoir mobiliser des chercheurs de beaucoup de laboratoires de recherche. Ils ont pu solliciter beaucoup de personnes qui sont allées faire des enquêtes avec l'idée de savoir, plutôt que de dire ce qui s'enseigne c'est bien, c'est pas bien, d'aller rechercher. Mais en fait, les enseignants, les professeurs d'école, quand ils enseignent le français, quand ils enseignent l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, comment ils s'y prennent? Et là, moi, le travail qui a été fait en éducation physique et sportive, donc dans ce travail sur les écoles vitaminées, est vraiment dans ce sens-là. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir une vision un petit peu de ce qui s'enseigne et à partir de là, de prendre des points d'appui sur des évolutions possibles. Et c'est vrai que, par exemple, sur la question, plutôt que de rentrer sur des questions de respect ou pas d'horaire, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Claire tout à l'heure, qui est très éclairant sur les résultats de cette enquête. Le plus important, c'est de savoir effectivement est-ce que, alors première chose, les professeurs d'école, est-ce qu'ils font des enseignements d'une APSA sur la durée, de façon à ce qu'il y ait effectivement de vrais apprentissages, tout en assurant une formation polyvalente. Et donc, qui renvoie à la question de la programmation. Donc, assurer à la fois des enseignements sur la durée pour qu'il y ait apprentissage, mais en même temps, une formation polyvalente en variant les APSA. Voilà. Et je vais maintenant passer sur la question de la formation, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, cette question de la formation. Alors, j'aborderai juste très rapidement 2 points. La question de la formation initiale. Et puis après, je ferai les incidences sur la formation continue. Alors, ce qui concerne la formation initiale, on a, sur l'espace de 30 ans, de 40 ans, on est passé d'écoles professionnelles qui formaient les enseignants à une universitarisation, c'est-à-dire que la formation a été transférée dans les universités. Ça se traduit par une formation maintenant pour tous les enseignants au niveau du master, donc master 1, master 2. Donc on a tendance à limiter la question de la formation initiale à la question du master. Sur ce qu'on voit depuis des années, dans les maquettes des masters, il y a une diminution drastique de tous les horaires de formation. Ça concerne le PS, mais ça ne concerne pas que le PS. Pourquoi ceci? C'est parce qu'en fait, en même temps, c'est la volonté aussi de donner aux étudiants plus de temps
pour se former par eux-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, on considérait que ils n'avaient pas le temps de faire un travail personnel, etc., parce qu'ils avaient trop d'heures de cours. Donc, il y a eu une question d'allègement des heures de cours. Et donc, de ce côté-là, ça veut dire que, effectivement, la masterisation et la formation à l'université se traduit par une réduction des horaires. Mais c'est compensé par un transfert de la formation initiale des INSP vers les circonscriptions. À l'heure actuelle, c'est clair que toute une partie du travail de la formation initiale se fait chez les néo-titulaires, et ces néo-titulaires se fait par un travail conséquent qui est demandé aux conseillers pédagogiques d'aller faire des visites auprès des stagiaires qui sont dans leur circonscription, etc. Donc là, on voit bien le passage, le transfert de la formation. Et moi, je pense qu'à partir de là, donc, il faut maintenant le prendre en compte. Et puis, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a effectivement une revendication extrêmement importante, c'est de redonner beaucoup plus de poids aux conseillers pédagogiques EPS pour assurer ces formations des néo-titulaires. Parce que, de toute façon, à l'université, la formation d'EPS, elle est réduite à vraiment pas grand-chose. Et donc, il faut prendre, à mon avis, en compte le fait que c'est maintenant dans les circonscriptions que ça se passe. Donc, du coup, mais si on fait que les conseillers pédagogiques ont trop de travail, ils vont pas pouvoir se concentrer là-dessus. Donc, effectivement, il y aurait, je pense, un vrai travail à faire ici, de façon à donner aux conseillers pédagogiques la possibilité de faire de l'accompagnement des néo-titulaires. Et deuxième chose, je pense aussi de faire aussi de la formation continue, mais en groupe. C'est-à-dire que la formation des néo-titulaires, c'est essentiellement le conseiller pédagogique avec un stagiaire. Et on oublie que dans la formation, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est que le travail de groupe, le groupe peut être un levier sur les apprentissages professionnels. Et donc, il doit y avoir aussi la possibilité de trouver des espaces où le conseiller pédagogique, il fait des formations avec plusieurs de fonctionnaires stagiaires dans sa circonscription. Voilà. Et dernière chose, effectivement, à relancer le travail de la formation continue, parce que il y a eu beaucoup de travaux qui ont été qui ont travaillé là-dessus sur les professeurs d'école, l'entrée dans le métier, notamment, je pense aux équipes, aux collègues du côté de Reims, qui ont bien travaillé sur la question de la polyvalence et qui montrent bien que les jeunes enseignants, les jeunes collègues professeurs d'école, quand ils rentrent dans le métier, ils sont d'abord assaillis par les questions de français et de maths. Il faut leur laisser le temps de s'arranger un petit peu avec ces deux disciplines principales, leur laisser plusieurs années, et puis au bout de 4 ans, 5 ans, à ce moment-là, ils peuvent prendre en compte des préoccupations sur les autres disciplines de la polyvalence. Et à ce moment-là, c'est, à mon avis, extrêmement important qu'il y ait des formations continues sur la question de l'éducation physique et sportive, une fois que les personnes sont à peu près installées dans leur métier. Voilà, un petit peu quelques indications. Ah oui, juste dernière chose, moi je peux vous dire par exemple sur la formation par rapport à cette enquête qui a été réalisée. Moi, c'est un travail que je donne maintenant avec les étudiants que j'ai en formation. Quand ils vont en stage, eh ben, je leur demande d'aller voir le fonctionnement de leur école et puis de voir est-ce qu'ils sont dans une école vitaminée de façon à ce qu'ils puissent percevoir un petit peu le décalage, enfin les écarts qu'il y a entre ce que le ministère prescrit et la réalité du terrain. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le voiler, il ne faut pas le cacher aux jeunes collègues en formation. Voilà. Merci Antoine. Bien, on s'achemine tout doucement vers la fin de ce webinaire qui a été déjà très très riche et je vais redonner la parole donc à Blandine Turki qui est intervenue au tout début pour une réaction, un point de vue sur ce qui a été dit ou une conclusion de ce temps-là. Puis je donnerai la parole après à Claire pour revenir là aussi sur un certain nombre de choses. Et puis, je terminerai ensuite pour vous donner la suite de nos émissions
sur SNEP FSU. Voilà, Blandine, c'est à toi. Oui, merci. Alors, tout ce qui a été dit par les différents intervenantes et intervenants est vraiment très, très riche ce soir. Et moi, au SNUIPP FSU, je suis au secteur éducatif. Et on s'aperçoit que au niveau de l'éduc, on va dire, l'ère Jean-Michel Blanquer a fait énormément de mal à nos collègues, notamment et sur la formation. Et je dirais particulièrement sur le langage. Le langage qui a été utilisé par les ministres, on voit que Jean-Michel Blanquer nous parle essentiellement, nous, de fondamentaux, mais c'est fondamentaux à lui. Et on a fait, nous, le SNU, il y a très récemment, on a sorti, cette semaine, une enquête auprès des collègues. Et là, nos collègues, ils commencent à se dire aussi que les fondamentaux sont importants, mais en même temps, ils sont un peu perdus parce qu'ils sont très attachés à la culture commune. Et ça, il faut vraiment que nous, on n'arrête pas de se battre contre ce langage utilisé par le ministère qui commence petit à petit à rentrer dans les mœurs, dans les écoles. Et l'EPS, je trouve que c'est vraiment une entrée très spécifique qu'a choisi le ministère pour rentrer dans l'école et pour détourner des choses. Et donc, nous, ce qu'on revendique au niveau du SNU et PPFSU, c'est évidemment la formation et la formation initiale et continue qui est très importante pour que nos jeunes collègues comprennent que, comme je le voyais dans le chat, là, si les jeunes collègues savent mener à bien une séance d'EPS, mais c'est gagné pour eux, pour tout le reste aussi. Et l'essentiel, c'est aussi le retour des CPC sport pour aider les collègues à mettre ça en place dans nos écoles, quoi. Voilà, je regarde, j'avais pris des notes si... Il y a une vitrine d'affichage en ce moment qui perd nos collègues par tous les dispositifs qui sont mis en place. Je vous en ai parlé, des 30 minutes, le savoir rouler à vélo. Enfin, et les collègues ont beaucoup de pression en ce moment on les force à vouloir rentrer dans le dispositif Génération 2024 et les 30 minutes. Et ça, c'est parce qu'il y a ces cibles qui sont affichées et qui sont importantes pour les DAZEN et les IEN. Sans projet collectif, sans projet d'équipe, sans réflexion derrière, ces projets n'aboutissent à pas grand-chose. Alors que des projets d'équipe, on le voit dans le rapport des écoles vitaminées, ces projets amènent à construire des choses qui tiennent. Et il ne manquerait pas grand-chose pour que l'EPS fonctionne partout. Et c'est ça que nous devons maintenant continuer à porter et à revendiquer. Pourquoi pas aller présenter ce rapport des écoles vitaminées au prochain ministère quand il sera établi. Voilà. Un grand merci à toi, Blandine, et au SNUIPP. Je laisse la parole maintenant pour conclure un petit peu ce temps passé ensemble. Finalement, tout ça, c'était très riche. Et effectivement, qu'est-ce que tu vas nous en dire maintenant? Non, il y a un point que je n'ai pas du tout développé, qui m'intéresse de développer parce que c'est une piste de travail. Quand on a travaillé sur les écoles vitaminées, il y a des écoles qu'on n'a pas retenues parce qu'elles n'étaient pas encore assez vitaminées. Mais c'est intéressant de regarder le fonctionnement de ces écoles qui ne sont pas encore complètement vitaminées. Et il y a un point que je voudrais développer, c'est celui des ex-STAPS, c'est-à-dire activer mon son. Pardon. Ah non, pardon. Pardon. Oui, les ex-STAPS. Dans nos écoles vitaminées, il y a 6 ex-STAPS qui jouent le rôle de personnes ressources. Sur 10 enseignants qui étaient issus des STAPS, il y en a 6 qui jouent un rôle de personnes ressources. Mais dans les écoles non vitaminées, il y a des ex-STAPS qui, eux, essayent de jouer le rôle de personnes ressources et qui n'y arrivent pas. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que des étudiants qui ont les compétences, qui ont été formés, qui ont une formation relativement poussée en éducation physique, puissent
jouer un rôle dans l'école. Et dans les années 85, il y avait une licence éducation et motricité. Dans la filière éducation et motricité en STAPS, il y avait un parcours 3-10 ans. Et moi, je pense qu'on devrait réfléchir à un nouveau parcours à l'université pour les enfants de 3 à 10 ans, pour avoir un vivier d'étudiants qui pourraient, quand ils deviennent profs d'école, devenir assez rapidement personnes ressources EPS dans l'école. L'autre piste, c'est aussi la formation à dominante. La notion de formation à dominante est inscrite dans la loi sur le sport et en fait, elle n'a jamais été mise en place. Sauf dans quelques académies où il y a eu des militants, à Versailles, à Bordeaux, à Caen, où là, on a mis en place des formations de personnes ressources en formation continue et les enseignants volontaires venaient pour devenir personnes ressources dans leur école. Et c'était très fructueux. Donc, c'est un peu ce que vient de dire Blandine. Quand on regarde tout ce qui est possible, tout ce qui existe déjà, tout ce qui a existé, on est un peu en colère de voir que notre ministre, M. Blanquer, a beaucoup détruit. Et pour remplacer par des dispositifs qui sont de la poudre aux yeux, qui ne vont pas marcher. En ce moment, les collègues, ils s'inscrivent à bouger 30 minutes parce qu'il y a un kit de ballon à gagner, un kit de matériel à gagner. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer la phase de l'éducation physique. Il vaut mieux s'appuyer sur ce qui se fait. Et il y a des pistes qu'on a développées aujourd'hui. Et moi, j'invite tout le monde à soit organiser des réunions, soit organiser des stages syndicaux, soit organiser des... Voilà, on va y avoir des élections. On a fait une plaquette sur 20 mesures pour développer l'activité physique, l'éducation physique et le sport scolaire. Eh ben, n'hésitez pas à envoyer cette plaquette-là. On peut vous en fournir sous forme de papier à vos futurs députés, ou en tout cas les candidats, ou à vos députés dès qu'ils seront élus. Et n'hésitez pas à avoir des audiences avec vos DAZEN dans lesquelles vous répétez, répétez qu'il faut des conseillers PEDA-EPS. Et donc, essayer y compris auprès des mairies, de voir que dans des écoles, il y a des intervenants extérieurs, mais il n'y a pas de substitution et que peut-être on pourrait concevoir différemment l'intervention dans les écoles. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de pistes pour développer l'éducation physique. Et ben, moi, je crois que c'est possible si on s'y met tous et toutes. Très bien, merci. Ben voilà, on arrive donc au bout de ce webinaire. Je remercie tout le monde pour la qualité des interventions et tout ce que ça a pu apporter du point de vue de la réflexion. Ça nous ouvre des pistes maintenant pour travailler, que ça soit syndicalement ou autre. J'en profite pour vous partager l'écran du site du Centre EPS et Société qui notamment a un dossier sur l'EPS et l'école primaire et qui dispose d'énormément de ressources de toute nature dans les activités, dans la réflexion et qui propose des situations qui ont été déjà travaillées, qui ont été déjà expérimentées et qui sont des outils, qui est un outil assez extraordinaire, qui est d'ailleurs très largement aujourd'hui consulté, qui est un super outil pour l'éducation physique à l'école primaire. Alors bien sûr, notre enquête là est disponible sur le site du SNEP et du SNUIPP bien sûr. On va essayer effectivement, puisque ça a été dit, de le populariser, d'essayer de le faire partager le plus largement possible. Donc là, c'est un travail auquel on va s'atteler, mais lequel tout le monde peut participer en faisant fonctionner son réseau. Donc voilà, merci à tout le monde. J'en profite quand même pour vous annoncer aussi que notre prochaine soirée, alors dans ce que fait le SNEP actuellement, il y a plusieurs formats de séries télévisées. Hein. Il y a le live, là, ce qu'on vient de faire, qui est un format particulier sur un sujet donné, mais il y a aussi les soirées de l'EPS qui sont un format encore
là aussi particulier, avec un kiosque littéraire, des interventions plus syndicales, mais aussi des interventions d'enseignants, d'intervenants extérieurs, etc., sur des activités ou sur des thématiques qui concernent l'éducation physique. Et ces soirées-là, il y en a 6 par an. Et la prochaine sera au mois le 18 mai, si je me souviens bien, avec la thématique du sport scolaire, qui sera le prochain numéro aussi de la revue Contre-Pied. Donc voilà, la soirée sera organisée autour de ça. Et n'hésitez pas, bien sûr, à venir participer en tant que spectateur à ces soirées-là. Voilà, on va diversifier nos offres l'année prochaine, d'ailleurs. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je remercie tout le monde, les intervenants, mais aussi tous ceux qui sont là et qui ont suivi ce webinaire. Et puis, eh bien, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.